Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, notre plongée nous emmène dans les méandres les plus profonds, les plus complexes et, avouons-le, parfois les plus sombres de l'esprit humain. Salut. Et oui, on s'attaque à un gros morceau aujourd'hui. Complètement. La thématique du jour elle est vertigineuse. Il s'agit de cette influence totalement invisible que la société, les groupes et même de parfaits inconnus exercent sur nos cerveaux. Et ça, à chaque instant de notre existence, vraiment. C'est ça. Alors, pour mener à bien cette analyse, on s'appuie sur des écrits qui ont littéralement fondé la psychologie sociale moderne. On se plonge dans le livre monumental d'Eliot Aronson, L'animal social. voilà, L'animal social, coécrit avec son fils Joshua Aronson, et on explore aussi les travaux incontournables de son propre mentor, le théoricien Leon Festinger. C'est vraiment un ouvrage qui dépasse le simple cadre académique, tu sais. Ah oui, bah... Depuis sa première édition dans les années 70, l'animal social a complètement redéfini notre compréhension de la nature humaine. Ce n'est pas juste une compilation d'expériences en laboratoire. C'est beaucoup plus concret que ça. Exactement. C'est une véritable lentille grossissante posée sur nos comportements quotidiens, nos contradictions et surtout nos vulnérabilités. Le but de notre analyse d'aujourd'hui, je suis ravie de le rappeler, c'est justement d'offrir une grille de lecture claire, un raccourci cognitif pour comprendre comment nos opinions, nos amitiés, nos choix de consommation et nos croyances sont façonnés à notre insu. C'est un programme chargé. Très chargé. Bon, décortiquons un peu tout ça. Parce qu'il faut commencer par regarder la réalité en face, avec un événement historique qui fait froid dans le dos. Je vois très bien de quoi on va parler là. Oui, quand on parle d'influence sociale, l'esprit se tourne souvent vers des choses inoffensives, la mode, les tendances musicales, Ce qu'on achète. voilà. Mais le livre nous ramène brutalement en 1978, avec la secte du Temple du Peuple et son leader, Jim Jones. Le massacre de Jonestown. C'est ça. Cet homme a convaincu ses adeptes de tout quitter pour le suivre dans une jungle en Guyane pour y fonder une utopie. Et quand la situation a dégénéré, il a carrément ordonné un suicide collectif. Plus de 900 morts en un seul jour, c'est effroyable. Des parents ont délibérément donné du poison à leurs propres enfants avant d'en boire eux-mêmes. C'est terrifiant. Et le premier réflexe, pour se protéger psychologiquement, c'est de se dire « ces gens étaient tous atteints de folie furieuse ». C'est un réflexe de défense tout à fait naturel. On veut tracer une ligne claire entre eux, qui seraient des vions, et nous, qui serions rationnels. Oui, pour se rassurer. Tout à fait. Mais c'est précisément là que l'analyse d'Aronson devient cruciale. Quand une personne isolée commet un acte aussi atroce envers son enfant, on peut légitimement soupçonner une pathologie psychiatrique grave. C'est l'explication logique. Mais quand plus de 600 parents commettent cet acte exact, au même endroit, à la même heure, on est obligé d'abandonner l'explication purement psychiatrique individuelle. Ça ne tient plus. Non, ça ne tient plus. L'explication se trouve dans la nature même de la situation. Le massacre de Jonestown est la démonstration absolue, poussée à son paroxysme, de la force écrasante de la situation sociale sur le comportement. La force du groupe. C'est le pouvoir d'un environnement fermé, de la pression du groupe et de l'obéissance aveugle. Une force qui supplante l'instinct de survie le plus basique. Ça remet complètement en perspective l'idée confortable qu'on se fait de notre propre libre arbitre. On aime penser qu'on prendrait la bonne décision dans n'importe quelle circonstance. On aime tous le croire. Mais avant d'en arriver à de telles extrémités tragiques, cette influence invisible, elle s'installe d'abord par de tout petits détails quotidiens. Oui, la mécanique de base. Ce qui nous amène à examiner notre première grande section, la mécanique même de notre pensée, les biais cognitifs. Les fameux raccourcis. Exactement. Notre cerveau, aussi perfectionné soit-il, fait face à une surcharge d'informations permanente. Il ne peut tout simplement pas tout analyser de façon rationnelle. Il n'a ni le temps ni l'énergie métabolique pour ça. Du coup, il crée des raccourcis. L'ouvrage donne un exemple très parlant. Prenons le choix d'un collaborateur pour un projet complexe. D'accord. Si on compare un diplômé d'une université d'élite et un diplômé du secondaire, le réflexe immédiat est de juger le premier comme plus compétent. Automatiquement, sans même avoir évalué une seule de leurs compétences réelles sur le terrain. Ce qui est fascinant ici, c'est la manière dont notre esprit s'écarte volontairement de la réalité objective. Pour gagner du temps. Oui, pour construire une réalité simplifiée, beaucoup plus facile à gérer au quotidien. Et parmi tous ces raccourcis, le plus tenace, le plus universel, c'est sans conteste le biais de confirmation.
Ah, celui-là, on y est tous confrontés. Constamment. L'esprit humain est structurellement programmé pour traquer les informations qui viennent valider ses croyances préexistantes. On ne voit que ce qu'on veut voir. C'est ça. En parallèle, il rejette ou déforme purement et simplement tout ce qui pourrait contredire ces mêmes croyances. C'est pour préserver une cohérence interne. Le livre illustre cette mécanique avec une étude sur des étudiants. La méthode est vraiment remarquable. L'expérience avec l'inconnu. Oui, les chercheurs ont demandé à des étudiants de préparer des questions pour faire connaissance avec un inconnu lors d'une interview. Et le piège était là. Exactement. À la moitié des participants, on a glissé, la personne que vous allez rencontrer est extrêmement extravertie. Et à l'autre moitié, on a dit l'inverse, cette personne est d'une grande introversion. Et les questionnaires préparés par ces étudiants sont un cas d'école de la confirmation en temps réel. C'est flagrant. Ceux qui s'attendaient à faire face à une personnalité extravertie ont formulé des questions très orientées, genre « Qu'est-ce que vous faites pour mettre l'ambiance dans une fête ?» Ou bien « Dans quelle situation êtes-vous le plus bavard ?» Voilà. De l'autre côté, ceux qui pensaient interagir avec un introverti prévoyaient des questions du style « Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans les soirées bruyantes ?» Des questions qui forcent la réponse, en fait. Totalement. On force presque l'interlocuteur à fournir la réponse attendue. Les étudiants ne cherchaient absolument pas à découvrir la véritable nature de la personne. Ils voulaient juste valider l'étiquette de départ. On sculpte la réalité pour qu'elle rentre dans nos cases mentales. Et ces raccourcis, on les prend en permanence, notamment avec ce qu'on appelle l'heuristique de représentativité. C'est un grand mot. Mais un concept très simple au quotidien. Oui, c'est prendre des décisions basées sur des apparences superficielles. L'exemple du supermarché est parfait. On est pressé ? Le temps presse, on ne s'arrête pas pour comparer les tableaux nutritionnels de 40 boîtes de céréales. Le cerveau repère un prix élevé ou une étiquette bio. Une petite étiquette verte ? Et il décrète instantanément que c'est le choix sain par excellence. On se fie à ce que ça représente sans lire les ingrédients qui sont parfois bourrés de sucre. C'est indispensable pour fonctionner dans notre société saturée de choix. On ne pourrait pas survivre si chaque achat prenait 1 heure. Mais ce besoin d'aller vite devient un enjeu majeur avec un autre concept fondamental. L'erreur d'attribution fondamentale. Voilà, c'est lourd de conséquences. Extrêmement lourd. L'erreur d'attribution fondamentale décrit notre tendance presque viscérale à surestimer le caractère inné d'un individu pour expliquer son comportement. On juge la personne. Oui, tout en sous-estimant drastiquement le rôle du contexte ou de la situation. L'exemple du système scolaire dans nos lectures est super clair. Prenons un élève doué dont les notes chutent brusquement. Le premier réflexe de l'entourage, c'est quoi ? C'est de s'attaquer au caractère. Il est devenu paresseux, il a perdu toute ambition, on associe l'échec à sa nature. Ce qu'on omet tragiquement, c'est l'environnement. Cet élève traverse peut-être un deuil familial ou il subit un harcèlement invisible. Et ça s'applique à des sujets de société énormes. Si on extrapole à l'échelle d'une société, oui. Prenons la pauvreté. Sous le prisme de ce biais, on va attribuer la précarité d'un individu à ses défauts. On l'accuse de manquer de volonté, de ne pas faire d'efforts, et en faisant ça, on occulte totalement les forces systémiques. La désindustrialisation, le manque d'infrastructures. Et tant qu'on réduit des problèmes complexes à des simples défaillances morales, c'est impossible de trouver de vraies solutions politiques. Absolument impossible. C'est une sacrée remise en question. Nos analyses individuelles sont biaisées, mais la dynamique change encore de dimension quand on se retrouve en groupe. Et là, on attaque la section 2, le conformisme. Le besoin d'appartenance. Pourquoi ressent-on cette envie irrépressible de suivre la masse, même quand elle a tort? Il y a cette anecdote très amusante dans le livre. Celle de la rue commerçante? Oui. Imaginons un homme qui court à toute vitesse dans une rue, un paquet sous le bras. Il est juste en retard pour un dîner. Un passant le voit déboulé. Par réflexe, ce deuxième passant se met à trottiner derrière lui. Plus loin, un ado emboîte le pas. Et l'effet d'entraînement s'emballe. En quelques minutes, c'est une foule entière qui dévale la rue. Et si on arrête les gens pour leur demander pourquoi ils courent, la réponse c'est « aucune idée, je cours parce que tout le monde court ». Ça fait sourire, mais ça révèle des ressorts évolutifs profonds. Les écrits d'Aronson mettent en lumière 2 moteurs principaux. Lesquels? Le premier, c'est la pression du groupe, due à la peur du rejet. À l'époque des chasseurs-cueilleurs, être banni de sa tribu, c'était la mort. La faim, les prédateurs. On a hérité de ce besoin viscéral de ne pas faire de vagues. Le second moteur, c'est notre immense besoin de certitude. Utiliser les autres comme boussole. Exactement. Face à l'inconnu, si tout le monde agit d'une façon, on déduit que c'est la bonne conduite. La démonstration scientifique la plus célèbre de cette pression, c'est l'expérience visuelle sur la longueur des lignes. L'expérience de H. Un classique. On place un vrai volontaire dans une salle avec d'autres participants. On affiche une ligne de référence sur un écran et 3 autres lignes.
A, B, C. Il faut juste identifier la ligne de même longueur. La réponse est d'une clarté aveuglante. Il n'y a pas de piège visuel. Sauf que le volontaire l'ignore, mais tous les autres dans la pièce sont des acteurs. Et au début, ces acteurs donnent la bonne réponse. Puis, subitement, ils commencent tous à désigner avec aplomb une ligne manifestement fausse. La tension pour le vrai volontaire est palpable. Ses propres yeux lui donnent la bonne réponse, mais l'unanimité du groupe lui certifie le contraire. Et les résultats sont effarants. Face à cette pression factice, près de 75% des personnes testées finissent par se conformer. 75%. Ils renient leur propre perception. C'est vertigineux d'être prêt à nier l'évidence juste pour ne pas contredire le groupe. Et sur le besoin de certitude, Aronson raconte une anecdote personnelle géniale. Ah oui, dans les toilettes publiques. Il est dans un bâtiment, il cherche les toilettes, et il arrive devant 2 portes sans aucune étiquette. Incertitude totale. Soudain, un monsieur sort de la porte de gauche. Que fait Aronson, le grand expert en psychologie sociale? Il s'engouffre dans la porte de gauche sans réfléchir. Il a utilisé un parfait inconnu comme repère. Copier les autres nous fait gagner du temps. Mais le revers de la médaille est très sombre. Ce conformisme peut mener à des choses graves. Ce besoin viscéral peut devenir le terreau des pires barbaries. L'analyse montre comment fonctionnait le premier cercle d'Adolf Hitler. L'isolement, la soumission. La volonté de se conformer aux normes de ce petit groupe a permis de justifier froidement des atrocités. C'est là que l'animal social prend un sens tragique. Et qui a-t-on tendance à suivre le plus facilement? Les recherches sont claires. On s'aligne sur les figures d'autorité, les personnes à statut social élevé, et curieusement, sur les gens qui nous ressemblent. La similarité renforce la confiance, ce qui nous amène naturellement à notre troisième volet, les rouages de la persuasion. Un sujet très contemporain. La quantité d'informations qui tentent de nous persuader chaque jour est phénoménale. Publicité, algorithmes, politique. C'est un bombardement. Pour comprendre comment on finit par céder, les experts ont décortiqué la persuasion en 3 piliers. La source, le message et le récepteur. Concernant la source, la psychologie rejoint Aristote. La persuasion repose sur le caractère de l'orateur. La crédibilité et l'attrait. La crédibilité est logique. Un ingénieur aérospatial pour parler de fusée, pas un acteur. Mais l'attrait, c'est le grand levier de la pub moderne. Les marques payent des stars de cinéma pour vendre du parfum ou des baskets. Et ça marche de manière irrationnelle. Totalement. On sait que la célébrité lit un prompteur et n'y connaît rien en fabrication de chaussures. Mais son capital sympathie court-circuite notre scepticisme. C'est l'effet de halo. Mais attention, les études précisent les limites de cette technique. Ça ne marche pas pour tout. Non. L'attrait fonctionne pour des choix à faible enjeu moral. Mais ça s'effonde sur des questions de société clivantes. Comme le contrôle des armes à feu ou l'avortement. Exactement. Ce sont des sujets très sensibles. Les opinions sont forgées par des valeurs profondes. Donc, peu importe le sourire de la célébrité ou la position qu'elle défend, qu'on soit pour ou contre ces questions, ça n'influencera pas l'opinion. Pour modifier une opinion sur un sujet aussi complexe, ce n'est plus l'émetteur qui compte. C'est le deuxième pilier, la structure du message. L'argumentation unilatérale face à l'argumentation bilatérale. Faut-il donner des arguments des 2 côtés? C'est comme lors d'un procès. Est-ce qu'un avocat face à un jury doit mentionner les failles de son propre dossier? L'instinct dirait de cacher ses faiblesses. Mais la psychologie dit le contraire, non? Ça dépend intégralement du public. C'est du désarmement intellectuel. Si le public connaît bien le sujet, ou s'il est initialement opposé, il faut une approche bilatérale. Il faut être objectif. Un public hostile a déjà des objections en tête. Si on les ignore, il pense qu'on est malhonnête. En démontant les contre-arguments, on instaure la confiance. Et si le public ne connaît rien au sujet? Là, une approche unilatérale suffit. Leur exposer des arguments contraires dont ils n'avaient même pas idée ne ferait qu'insérer le doute. C'est chirurgical. Et le troisième pilier, l'état d'esprit du récepteur. L'estime de soi joue énormément. Plus elle est basse, plus l'influence est facile. Et il y a aussi l'humeur et la liberté perçue. Face à un vendeur agressif, on fait un blocage. La réactance. Personne n'est maître forcé. On va rejeter un excellent produit juste pour réaffirmer notre liberté. La meilleure persuasion avance masquée. Quand on est détendu autour d'un bon repas, notre vigilance baisse et on absorbe les idées facilement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'après la manipulation et le groupe, on arrive au cœur battant de l'humain, nos relations. L'attraction. Qu'est-ce qui fait qu'on aime certaines personnes? Les experts dégagent 4 facteurs, presque comme des mathématiques de l'amitié. Le premier, la beauté physique. On ne peut pas l'ignorer. Dans les rencontres aléatoires, c'est le prédicteur numéro 1. Et le cerveau associe la beauté à la vertu et l'intelligence.
Le deuxième facteur, c'est la similarité. On développe une affinité forte pour ceux qui partagent notre vision du monde. La mécanique de l'ego. Rencontrer quelqu'un qui pense comme nous valide notre propre intelligence. L'histoire de Lynn et Suzanne à une fête illustre ça parfaitement. Elles discutent de tout, ont les mêmes avis et terminent la soirée persuadées d'avoir rencontré un génie. Alors qu'elles ont juste apprécié le miroir flatteur. On adore entendre « tu m'as enlevé les mots de la bouche ». Le troisième facteur, c'est la proximité géographique. Le collègue de bureau, le voisin. Quatrième pilier, L'affection réciproque. savoir que quelqu'un nous apprécie, ça déclenche l'affection en retour. Surtout si on manque d'assurance. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, on réalise que cette attraction n'est pas qu'une question de romance, c'est le ciment de toute société humaine. Ça permet au groupe de coopérer. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? C'est la grande question. On voit que notre cerveau prend des biais douteux. Le besoin d'appartenance nous pousse au conformisme, on est ciblé par la persuasion, et nos amitiés obéissent à des règles géographiques. Tout est très mécanique finalement. Mais comprendre tout ça, ça permet de reprendre un peu le contrôle, d'être plus indulgent vers les autres et de prendre des décisions plus éclairées, que ce soit au supermarché ou dans la vie civique. C'est un excellent résumé. Et cela soulève une question importante, une réflexion vertigineuse pour clore cette analyse. Je t'écoute. Si notre environnement, nos biais, l'emballage de nos céréales et la proximité dictent ce que l'on achète, ce que l'on croit et qui l'on aime, où commence réellement notre libre arbitre? C'est profond. Quelle part de notre personnalité authentique n'est finalement qu'un simple reflet de notre environnement social? C'est une pensée à laisser mijoter. Une pensée vertigineuse en effet, et une piste de réflexion magistrale pour conclure l'analyse d'aujourd'hui. Remettre en question nos mécaniques invisibles est la première étape vers une pensée plus libre. Et l'apprentissage est une aventure infinie. Exactement. Merci d'avoir partagé ces réflexions. Quiconque écoute a de quoi méditer maintenant. À très bientôt pour continuer à explorer les mystères de l'esprit humain.